En 2020, on a commencé par célébrer. Puis, on s'est souhaité le meilleur pour cette nouvelle année. On s'est associés, on a adhéré, collaboré, lancé des projets. Puis on s'est inquiété, informé, éloigné, confiné. On a souffert, on a pleuré. Alors on a tout réinventé, pour chanter, pour danser, pour visioconférencer. On a innové pour continuer à travailler et à accompagner. Puis on s'est masqué pour pouvoir préparer la rentrée. Continuer à se balader. Continuer à voguer. On ne s'est jamais arrêté de danser. Pour 2021, on a hâte de se retrouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura encore besoin de votre solidarité et de votre force. Êtes-vous toujours avec nous ? Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour cette cérémonie des vœux 2021 de l'ADAPEI Ariède Vendée. Une cérémonie des vœux un peu particulière pour des raisons que vous imaginez. Un événement présentiel n'a pas pu être organisé. Il aurait été peut-être plus chaleureux, plus convivial. Cependant, il aurait rassemblé moins de monde. Vous êtes déjà près de 70 à nous suivre ce soir. Familles, parents, proches de personnes que nous accompagnons, salariés, administrateurs et peut-être partenaires, et même peut-être quelques curieux qui auraient voulu partager cette soirée avec nous. Je suis donc très satisfait que cette cérémonie se déroule sur YouTube et que vous puissiez être avec nous pour lancer cette année 2021. Pour présenter cette cérémonie, sont avec moi Philippe-Marie Durand, le président de l'association. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Et ainsi que le directeur général de l'association, M. Patrick Sorial. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir Hugo, bonsoir à toutes et à tous. Cette cérémonie va s'articuler en deux temps. Nous allons, comme à l'habitude, commencer par vos discours, messieurs. Des discours qui auront été préenregistrés pour des raisons d'inclusion. On a souhaité le faire ainsi pour pouvoir sous-titrer l'intégralité des discours et une interprétation en langue des signes a également été faite pour une meilleure inclusion. On remercie Sylvaine Debruck, qui est une professionnelle du CEFIS, qui nous a fait cette interprétation. On se retrouve tout de suite après pour un échange en direct pour vous annoncer des choses pour cette année 2021. Bonne soirée à vous. Bonjour à chacun de vous. Comme cette année que nous venons de quitter, ces vœux 2021 revêtent un caractère tout aussi particulier. S'adresser à un public que l'on ne voit pas, mais que l'on sait présent, nombreux, est un exercice un petit peu déroutant. 2020, année Covid, on ne peut pas dissocier les deux termes. Comment décrire et résumer cette année si dense en quelques mots? Pour ma part, j'en ai retenu 4, parmi d'autres. Le premier qui m'est venu à l'esprit est le terme isolement. À l'instar d'une épée de Damoclès suspendue au-dessus de vous, invisible mais toujours présente dans nos esprits, notre quotidien a été jalonné de sensations diverses, allant de la peur jusqu'à la lassitude, en passant par la souffrance, l'incertitude du lendemain, la crainte pour nos proches, nous isolant chaque jour un peu plus. Nous sommes tous passés par ces états d'âme, à des degrés divers sans doute, que nous soyons personnes accompagnées, professionnelles, familles ou proches, renforçant ces sentiments d'impuissance devant cet ennemi invisible. Mais cette période de 2020 a également été source d'espoir, de satisfaction.
espoir de jours meilleurs, parfois effectivement entaché d'une certaine impatience ou incompréhension également. Satisfaction de constater que certains de nos proches, confinés en établissement, finalement vivaient avec peut-être plus de sérénité que nous-mêmes ces moments-là, difficiles, levant en cela nos craintes et nos inquiétudes à leur endroit. Troisième mot que j'ai retenu, qui est important, c'est le mot innovation. 2020, on peut le dire, 2020 aura été un catalyseur d'innovation. Ce quotidien qui nous a été imposé, que nous avons subi, a stimulé notre capacité à inventer, à innover, à accélérer certains de nos projets. Pour exemple, les outils numériques, dont on connaît l'usage, ont été facteurs de lien social. C'est une nouvelle dimension qu'il nous faut intégrer. Permettant de maintenir le contact avec nos proches et du coup contribuant à nous rassurer, à tempérer nos attentes. De nouveaux modes d'accompagnement ont été imaginés. À domicile, assistance à distance, soutien psychologique, anticipant par cela la diversification de l'accompagnement déjà engagé par ailleurs. Vous, mesdames et messieurs les professionnels, avez fait preuve d'inventivité, d'ingéniosité pour vous adapter aux exigences sanitaires. Bravo à vous. Le dernier mot qui me vient à l'esprit pour illustrer cette année 2020 est le mot solidarité. Dans ces moments difficiles, inédits pour tout le monde, la solidarité entre professionnels de l'association a prévalu. Elle s'est installée de manière naturelle, immédiate, et a fédéré les équipes auprès et au service et auprès des personnes accompagnées. Cela a également été pour nombre d'entre vous l'occasion de découvrir de nouveaux aspects de la profession. Cette solidarité s'est également concrétisée entre tous les acteurs du secteur médico-social du département, les acteurs du secteur sanitaire, les partenaires institutionnels, Agence régionale de santé, Conseil départemental, hospitalisation à domicile, HAD, Centre hospitalier départemental, Centre hospitalier Mazurel, et également tous les opérateurs de ce même secteur. Je vais citer entre autres la REAMS, Handi Espoir, OVE, Organdi, etc. Tous, nous nous sommes mobilisés pour un même objectif, accompagner, préserver le mieux possible ce public vulnérable. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que cette dynamique initiée au cours de ces réunions de concertation s'inscrit dorénavant dans la durée. Je tiens à souligner ici l'engagement des professionnels à nos côtés, engagement indéfectible, malgré les peurs latentes et légitimes de chacun. Les décisions prises au cours des réunions hebdomadaires ont fait l'objet parfois de longs débats pour des sujets auxquels personne n'était préparé. La force et la cohésion de notre association parentale et militante ont été déterminants dans ces moments de recherche du meilleur compromis entre préservation du collectif et liberté individuelle. Et je veux vous remercier, familles et proches, pour votre soutien dans nos choix, mais également pour vos incompréhensions exprimées qui nous ont permis d'avancer. Vous remercier pour votre patience contenue et certainement vos souffrances silencieuses. Merci à vous, mesdames et messieurs les administrateurs, partagés entre sentiments d'impuissance parfois, et celui d'avoir pris la bonne décision, ou tout du moins la moins mauvaise. Nos partenaires institutionnels, que j'ai déjà cités, ont été à nos côtés, nous ont soutenus dans nos décisions. Les entreprises ont continué à nous faire confiance. Qu'ils en soient tous remerciés. De cette longue année éprouvante, nous en sortons tous grandis. Il nous reste à présent à construire l'avenir fort de cette expérience.
Merci à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une forme de vœu bien particulière que nous organisons cette année. Je me joins à l'ensemble des propos que vient de tenir notre président et je veux en particulier reprendre et insister sur le courage et sur la capacité d'adaptation dont vous avez su chacune et chacun faire preuve, que vous soyez enfant ou adulte que nous accompagnons, que vous soyez l'un de ses proches, que vous soyez bénévole ou que vous soyez l'un de nos salariés, l'un de nos professionnels. En 2020, un virus, le Covid-19, s'est inscrit, s'est engagé dans nos vies. Nous avons dû nous adapter, vous vous êtes adaptés, vous avez fait preuve de beaucoup de créativité et vous avez permis à ce que chaque personne que vous accompagnez, vous les professionnels en particulier, faire en sorte que même en ces périodes sanitaires troubles, ils puissent bénéficier d'un accès à leurs droits, de toujours davantage d'émancipation et de l'accompagnement qui lui soit le plus propre et personnel possible. En 2020, malgré cette période sanitaire confuse, l'ADAPE-ARIA a continué ses réflexions et a continué d'agir. Je prendrai 3 éléments. Le premier de ceux-ci, c'est la poursuite de l'action de transformation de nos établissements en dispositifs. Pour illustration, 6 de nos établissements, je pense en particulier à la maison d'accueil spécialisée de mourants captifs, qui accompagne un peu plus d'une 50aine de jeunes adultes ou d'adultes polyhandicapés, en un dispositif d'accompagnement spécialisé qui permettra en 3 ans d'accompagner un peu plus de 70 personnes adultes polyhandicapées. Je pense évidemment à la structuration de nos dispositifs départementaux d'accompagnement à la vie sociale et à l'intérieur de celui-ci, en particulier à la mise en place d'habitats transitionnels. Évidemment, je n'oublie pas les 4 expérimentations que nous conduisons depuis l'année 2020, qui concernent 2 IME, ceux de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte, qui deviendront dès l'année prochaine des dispositifs d'appui d'accompagnement médico-éducatif, comme 2 de nos ESAT, celui de la Guyonnière, celui de Fontenay-le-Comte, qui deviendront également à leur tour des dispositifs d'aide par le travail et d'accompagnement vers l'emploi. Au-delà de nos transformations d'établissements, il y a eu aussi des appels à manifestation d'intérêt. J'en retiens en particulier un qui concerne les offres d'habitat inclusif. Notre agence régionale de santé et dans un second temps le conseil départemental de Vendée ont lancé, avant l'été 2020, un appel à manifestation d'intérêt. Nous y avons répondu. Ce ne sont pas moins de 9 projets que nous avons déposés pour 130 logements et qui permettront un maillage de l'ensemble du territoire de la Vendée. Nous portons ces projets, nous défendons ces projets auprès des élus, auprès du département, auprès de nos autorités de contrôle. Et en particulier, nous agissons pour que le département de la Vendée puisse être parmi les départements pilotes dès l'année 2021 pour faire en sorte que les adultes en situation de handicap puissent bénéficier d'un nouveau droit, l'AVP, l'aide à la vie partagée, qui leur permettront de pouvoir accéder à une offre de logement qui leur convienne. Alors aussi, 2020 fut une année d'élection. Et nous avons pu accompagner nombre d'adultes, travailleurs des SAT, résidents de foyer, dans leur première démarche de vote, dans leur démarche administrative et, quand ils le souhaitaient, dans leur acte de vote. Et on a aussi, bien sûr, agi auprès des équipes candidates et puis ensuite des équipes installées pour faire en sorte qu'ils connaissent mieux leurs administrés et leurs besoins bien particuliers. Évidemment, en prenant ces quelques exemples, je ne relate pas et je ne donne pas une appréciation de l'ensemble des actions conduites par nos professionnels, par nos bénévoles, qui sont bien entendu beaucoup plus nombreuses. Je sais que, en particulier, nos professionnels ont continué d'agir avec engagement, dévouement et valeur pour faire en sorte que chaque enfant, chaque adulte qu'ils accompagnent puisse continuer de bénéficier de soins, d'activités, d'écoute, d'appui dont ils ont besoin. Avec grande humilité, je vous suis pleinement reconnaissant. Encore bravo, merci. Voilà, nous sommes de retour en direct pour la deuxième partie de cette cérémonie des vœux 2021 de l'ADAPE-ARIA. Merci, messieurs, pour ces discours. Merci à vous
d'être nombreux à nous regarder. On est une centaine à peu près. Et nous sommes très satisfaits de votre participation. Vous pouvez aller un peu plus loin dans la participation si vous le souhaitez. Vous avez une section de commentaires sur la droite de votre écran. Et nous vous invitons à nous souhaiter tout ce que vous pouvez souhaiter pour 2021. Et à la fin de cette cérémonie, nous afficherons les messages de vœux que vous nous transmettrez tout au long de ce live. Messieurs, vous êtes revenus largement sur l'année écoulée pendant ces discours. Une année difficile pour l'ensemble de la communauté de l'ADAPEIARIA. Des vœux teintés d'espoir tout de même. Et il y a un autre espoir qui arrive en 2021. Il est sur toutes les lèvres en ce moment, dans tous les journaux, c'est le vaccin. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur l'actualité, justement, sur où on en est par rapport à la vaccination, à l'ADAPEIARIA? Je me tourne vers vous, peut-être, monsieur le directeur. Oui. Alors, on a mis en place un comité de pilotage et de suivi de la vaccination au sein de l'ADAPEIARIA de Vendée. Il s'est installé aujourd'hui, pas plus tard que ce début d'après-midi, avec effectivement plusieurs de nos administrateurs, plusieurs de nos cadres et puis aussi un certain nombre de nos professionnels de l'accompagnement et cadres de santé. L'objectif, c'est, à partir des directives nationales qui évoluent et qui se précisent, on le voit bien ces 2 dernières semaines et qui vont continuer, on l'imagine, sur les jours qui viennent, et bien de se préparer. Et les éléments importants de préparation, c'est déjà l'information, pour que chacun ait une bonne compréhension de l'importance du vaccin. Et au-delà de cela, de pouvoir préparer le recueil du consentement. Évidemment, chaque personne a son libre arbitre. C'est une décision souveraine. Elle pourra l'ajuster jusqu'au dernier moment. Mais on se doit effectivement de les informer et de leur permettre, de manière pleinement éclairée, de pouvoir prendre la décision juste. Un autre enjeu important, c'est l'objet de ce comité, c'est de préparer toute la logistique. Oui, bien sûr. C'est un enjeu majeur, puisqu'on se rappelle, on a près d'une centaine d'implantations sur le département de la Vendée. On accompagne près de 5000 personnes, dont 3200 en structures médico-sociales. Voilà, donc il faut organiser cela dans de bien bonnes conditions. Évidemment, on s'articule de manière étroite avec le comité départemental qui se tiendra tout à l'heure, à 20h. Nous y serons bien sûr. D'accord, merci pour ces précisions très opérationnelles. Je vais me tourner peut-être vers le président pour avoir un petit mot peut-être pour les familles qui peut-être s'inquiètent ou pour les personnes elles-mêmes. Pour compléter ce que vient de dire M. Soria, notre priorité malgré tout, associative, reste celle qui a prévalu en 2020, c'est-à-dire à la fois préserver le collectif et respecter la liberté individuelle dans le choix de chacun, comme vient de dire à l'instant M. le directeur. Et ça, pour nous, c'est vraiment une priorité absolue. J'ajouterais également que certains de nos professionnels de soignants vont devoir également être formés à pouvoir pratiquer la vaccination dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais ajouter à cela. Voilà. Très bien. Merci pour ce petit point d'actualité. Le sujet est sur toutes les lèvres, on ne pouvait pas passer à côté. Je pense que chez vous, vous posiez la question également. On va passer à la partie un peu plus entretien de ces vœux. On a 3 sujets pour 2021 qu'on va aborder avec vous ce soir. Le premier, en 2021, nous développerons nos liens. Donc, on sait que 2020, ça a été une année où chacun d'entre nous a pu ressentir l'isolement, la coupure avec ses proches. Je me tourne vers vous, Président. Qu'est-ce qu'on fait en 2021 justement pour vaincre cet isolement malgré le contexte sanitaire? En tout cas, nous allons faire en sorte de renforcer les liens avec les familles des personnes que nous accompagnons. On ne peut pas perdre le contact. On l'a bien vu pendant le confinement, c'était parfois un peu compliqué. On va trouver de nouvelles solutions pour autant. Et ça, ces solutions-là, on veut les pérenniser, en tout cas, et aller de plus en plus au plus près de leurs besoins. Quand je parle des familles, ce n'est pas seulement les familles que nous accompagnons déjà, mais il y a également régulièrement, au quotidien, auprès de notre service social, des appels de familles désemparées, qui ne savent pas trop où frapper pour obtenir des renseignements. Donc dans cela, nous souhaitons être beaucoup plus proches. Nous tablons sur la proximité. Et dans ce qu'on a déjà engagé en 2020, à travers différentes actions, nous avons engagé des réflexions pour justement étoffer notre service social au cours de l'année 2021 et surtout déployer les permanences de ce service sur l'ensemble du département. Nous avons déjà des réflexions engagées qui pour l'instant ne sont pas abouties, mais pour autant,
c'est quelque chose, c'est vraiment une de nos volontés proches, de manière à être vraiment au plus près et de répondre le mieux possible aux interrogations de ces personnes-là qui sont parfois un petit peu désemparées, comme je le redis à nouveau. Voilà. On veut aussi poursuivre, bien sûr, ce que nous avons engagé en 2020, la communication auprès des familles à travers la newsletter, par exemple, qu'on voit bien qui a été très suivie. Abonnez-vous. Et donc, bien sûr, j'en profite pour ceux qui ne le sont pas encore. Abonnez-vous à notre newsletter pour garder le contact avec nous. Mais 2021 verra également la mise en place de rencontres numériques. On a bien vu que l'outil numérique en 2020 a été, on le voit encore ce soir, a été un outil qui a pris beaucoup de place, mais qui a rendu beaucoup de services, qui là aussi a permis d'éviter de rompre le contact entre les familles et leurs proches qui étaient confinés. Et depuis 2 ans, nous avons déjà instauré des rencontres de territoire auprès des familles, déjà pour aller, en tout cas pour mieux comprendre, et en tout cas écouter et entendre leurs interrogations, leurs préoccupations. Et leur rencontre, oui, tout Voilà. à fait. Les rencontres de territoire que nous faisions nous avions découpé le département en 4 territoires. Voilà, nous sommes allés à la rencontre de ces familles. Maintenant, avec ces nouvelles contraintes sanitaires, et du coup avec l'arrivée de ces outils-là qu'on maîtrise un peu mieux maintenant, nous avons imaginé de mettre en place des rencontres numériques. Et là, pour le coup, je vais peut-être laisser la parole à M. Soria, qui va peut-être pouvoir Nous guider peut-être développer un peu plus le sujet. l'organisationnel. Merci, la partie organisationnelle de cela. C'est ça. Merci, Merci. Président. Oui, ça va être un apprentissage cette année en 2021, ces rencontres numériques. Nous-mêmes, on s'exerce ce soir avec votre aide, Hugo, et puis toutes les personnes de la technique et de la régie qui ne sont pas visibles à l'écran, et pour autant qui sont indispensables pour que ces temps soient profitables à toutes celles et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Donc ces rencontres numériques, on en fera plusieurs dans l'année 2021. On espère qu'elles seront utiles et profitables à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et pour lesquels il nous sera difficile d'organiser des rencontres physiques. Et pour que ça fonctionne, on va s'y prendre de la manière suivante. Il y aura des dates, bien sûr, qui seront identifiées. Elles ne seront pas forcément organisées selon les logiques de territorialité, mais plutôt le département. Internet permet Il n'y a pas de frontières. Donc ce sera vraiment l'ensemble du département, l'ensemble des familles, l'ensemble des personnes que nous accompagnons. Et l'objectif, pour qu'elle soit profitable, dans un premier temps, mettre en place une plateforme. On communiquera bien sûr sur ces éléments-là. Une plateforme, c'est un espace numérique sur lequel chacun pourra poser ses questions ou lister les sujets sur lesquels il aimerait que échange, débat ou information puissent avoir lieu ou lui être donnés. Les points d'intérêt, vraiment. Les points d'intérêt, véritablement les points d'intérêt ou les points de questionnement ou les points d'inquiétude ou les points de développement. Voilà. Sur cette base-là, on construira un ordre du jour que l'on communiquera préalablement avec des relances et invitations. Et puis il y aura le moment lui-même de la rencontre numérique. Et on va la construire de manière à ce que nous puissions avoir des outils d'interactivité en séance pendant le temps de cette rencontre numérique pour que ce ne soit pas un monologue, mais qu'on soit véritablement dans une logique d'information, de questionnement, de réponse. Voilà, donc on va les organiser de cette manière-là. Donc la première sera peut-être un peu artisanale, parce qu'il va falloir que tous, on se rôde à cet exercice-là, mais je ne doute pas que très rapidement, on les rendra très utiles pour tout le monde. Donc première étape, recueil des besoins, des envies exprimées, et puis ensuite on construit un ordre du jour et on fait des rencontres numériques pour apporter des réponses aux questionnements de la communauté de la DAPEIARIA. Très bien, on va avancer sur le deuxième point de cet entretien, 2021, l'adaptation de nos modalités d'accompagnement, et ce en accord avec les personnes et bien entendu en lien avec leurs proches. Nous militons à la DAPEIARIA pour une société plus inclusive et un accompagnement au plus proche des besoins. Donc voilà, je vous laisse... Alors, il y a plusieurs sujets. Donc, bien sûr, là où on voit l'écran, il y a d'abord la scolarisation. Depuis déjà maintenant, depuis déjà de nombreuses années, mais plus particulièrement depuis 2019 et 2020, vraiment des nouvelles classes externalisées ont vu le jour sur le département, à la fois bien sûr en primaire, mais surtout également maintenant en collège et en lycée depuis la rentrée 2020. Et d'autres projets de mémoire sont déjà à l'étude pour la prochaine rentrée scolaire. Ce que je veux dire par contre pour ce sujet-là, d'une part, bien sûr, ça va dans le sens des orientations qui sont souhaitées par les politiques publiques. Aller vers plus d'inclusion,
autant que faire se peut, bien évidemment. Mais pour que ces projets aboutissent aujourd'hui, cela nécessite une volonté partagée des différents acteurs. Quand je dis les différents acteurs, c'est bien évidemment l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale, en Vendée en plus la direction de l'enseignement catholique également, qui sont tous trois des acteurs importants pour nous. Seuls, nous ne pourrons pas arriver à faire cela. Donc pour que ces projets, je disais, pour que ces projets aujourd'hui aboutissent, il faut une volonté partagée. Mais pour que ces projets soient pérennes, dans le temps, demain, il faut que cela s'inscrive dans le marbre. Et cela, nous continuerons, nous, associations, à militer en ce sens, tant au niveau, bien sûr, local, qu'au niveau national, à travers le réseau UNAPI auquel nous sommes affiliés. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Mais pour nous, c'est un vrai sujet d'ampleur, mais encore une fois, il faut vraiment que ce soit inscrit dans la durée et que ça ne dépende pas uniquement de la volonté de telle ou telle personne à un instant donné. Ça, c'est l'essentiel de cela. On voit bien que les jeunes qui actuellement vont au collégiaux ici à La Roche-sur-Yon ou au lycée à Fontenay-le-Comte, en tirent une vraie fierté. Eux-mêmes et bien sûr leur famille, bien évidemment. Donc bien sûr, cela, nous allons continuer à le développer autant que faire se peut pour ceux qui le peuvent. Par ailleurs, et là la période de confinement a été très révélatrice, nous allons développer des solutions de répit. On voit bien que pendant le confinement, ça a été un leitmotiv de pas mal de familles qui, à un moment donné, étaient rendues au bout du bout. Enfants revenus à la maison, voilà. Et ça devenait compliqué, et on voit bien que c'est un vrai sujet pour lequel il y a encore beaucoup à faire. Et il se trouve que nous avons un projet important de rénovation, de réhabilitation, de l'IME des Terres Noires, ici sur La Roche-sur-Yon. Donc, à l'occasion de ce projet architectural, il va être mis en place une unité de répit, une unité d'accueil de répit, en particulier au départ pour les jeunes polyhandicapés, qui progressivement va monter en charge, qui va passer de 10, puis 15, jusqu'à 20 ou 25. Je passe sous le contrôle de notre directeur qui a bien mieux que moi les chiffres en tête. Donc, mais il précisera si nécessaire. De toute façon, je lui fais confiance. Mais encore une fois, c'est vraiment une attente forte des familles à laquelle il nous faut répondre. Et je souligne que ce projet-là est regardé de près et soutenu par l'Agence régionale de santé. On parle même de labellisation. Voilà. Troisième sujet sur adapter nos modalités d'accompagnement. On parle d'accompagnement en ambulatoire. Alors c'est peut-être ambitieux, ce terme-là est peut-être ambitieux, mais pour autant, la transformation qui est souhaitée doit permettre l'accompagnement d'un plus grand nombre de personnes. Cela nécessite bien sûr la modification de l'organisation des établissements, de les transformer en dispositifs qui vont pouvoir proposer des services adaptés, séquencés selon les besoins et les souhaits des personnes. Plusieurs déjà de nos établissements sont déjà dans cette dynamique. Je parlais à l'instant de l'IME des Terres Noires. Il est déjà engagé dans cette démarche. Et le projet architectural que j'ai évoqué prévoit, du coup, des services qui vont être ouverts à l'extérieur. Des consultations externes les personnes vont pouvoir venir être prises en charge de manière ponctuelle à l'IME des Terres Noires. Et je précise d'ailleurs pour ce projet qui est dans le carton depuis maintenant plus de 5 ans, là on peut dire ce soir qu'il y a une étape de franchie, puisque le permis de construire a été déposé en fin d'année 2020, et qu'à l'horizon 2023, merci, ça sert à rien, l'ensemble de l'IME aura trouvé vraiment une nouvelle, permettra d'offrir une nouvelle palette d'offres. Et ça va se mettre en place progressivement, sans pour autant, bien sûr, arrêter le fonctionnement de l'établissement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui va ne pas faciliter les choses, pour autant. Un autre établissement, tout près de où nous sommes actuellement ce soir, la maison d'accueil spécialisée, qui a déjà engagé cette transformation en dispositif depuis 2020. Propos de M. Soria dans le discours tout à l'heure. Voilà, tout à fait, là où vous en parliez. Et on voit bien que demain, on va pouvoir proposer, entre autres services, des séquences, des accueils séquencés, des accueils temporaires, de répit là aussi,
ouvrir également des outils à l'extérieur, comme par exemple la balnéothérapie. On voit bien que ça répond à un besoin exprimé par les familles, parce que lorsque nous avons élaboré ce projet, les familles ont été consultées. Et vraiment, c'est partie des attentes de ces familles-là. Mais tout ce dont je viens de décrire, nécessite une organisation nouvelle. Et là, pour le coup, je vais laisser le soin à notre directeur général de prendre le relais sur cet aspect-là. Mais on a réellement besoin de repenser l'organisation du fonctionnement de l'association. Je vous laisse, M. Soria, développer ce sujet. Merci. La transformation de nos établissements, oui, c'est obligatoire qu'elle soit conditionnée par une transformation de l'association, de son fonctionnement, du moins. Ou tout du moins, les éléments qu'exposait précisément le Président sont très directement dictés par le projet associatif et par la vision de notre association à horizon 2030. Pour une société plus solidaire et inclusive, et permettre à ce que chaque enfant, chaque adolescent, jeune adulte ou personne avançant davantage en âge puisse disposer de modalités d'accompagnement qui correspondent le mieux possible à sa situation, ses besoins, évidemment son projet de vie. Il est important, comme toute organisation, que nous questionnons notre organisation pour nous assurer qu'elle répond effectivement au mieux à cette vision, à cette ambition-là. Alors il s'avère qu'elle répond à un certain nombre d'enjeux auxquels nous avons dû faire face ces 6-7 dernières années, et en particulier créer l'identité de l'ADAPI Ariade Vendée après la fusion de 2014. Et elle a répondu à nombre de ces objectifs-là. Mais il s'avère que l'organisation en pôle d'activité, malgré cela, en soi, génère un certain nombre de limites au profit du parcours et au bénéfice de l'accompagnement adapté en chaque instant pour chaque personne. Et ça, ce n'est pas le résultat d'une insuffisante volonté, un suffisant engagement, bien au contraire. Nos équipes sont engagées, nos équipes sont expertes, elles sont professionnelles, elles sont investies. C'est vraiment un élément d'organisation. Au deuxième semestre de l'année dernière, dans un premier temps au niveau du comité de direction, puis auprès du bureau, puis auprès du conseil d'administration jusqu'à la toute fin de l'année 2020, nous avons travaillé, puis adopté en conseil d'administration une nouvelle organisation qui sera mise en œuvre au 1er avril prochain. Elle s'appuiera principalement sur une évolution des pôles d'activité en ce qu'on appellera des périmètres d'activité. Alors, je ne veux pas jouer sur les mots et ce soir je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va passer à seulement 2 directions d'activité. Une qui s'appellera l'apprentissage tout au long de la vie et la seconde s'appellera logement, vie sociale, santé. L'objectif, c'est que nos professionnels soient toujours plus à même de penser l'évolution des projets d'établissement, des projets de dispositifs, avec l'ensemble de l'environnement et tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval. Par exemple, une évolution d'un projet de dispositif, aujourd'hui qu'on appelle un IME, demain qu'on appellera un DAM, à la limite peu importe les terminologies utilisées, soit pensée avec ce qui relève aujourd'hui d'un ESAT, demain d'un DATAE. L'apprentissage tout au long de la vie, c'est l'apprentissage, la formation, l'acquisition des acquis, enfin de tout le corpus des connaissances initiales, mais c'est aussi tout ce qui est la formation tout au long de la vie. C'est aussi toutes les reconnaissances des acquis et de l'expérience. Voilà, c'est cet ensemble-là que l'on veut amener à ce qu'il soit pensé comme un continuum. De la même manière pour toutes les formes de logement, toutes les formes d'habitat, qu'elles s'inscrivent dans un dispositif à caractère médico-social, qu'il soit collectif ou non, qu'il soit médicalisé ou non, ou toute forme d'accompagnement dans la cité, quelle qu'en soit la modalité. Il s'agit là de la direction d'activité, bien sûr, vous l'avez compris, logement, vie sociale, santé. Et un élément important qui va se mettre en place, puisqu'on l'imagine dans le cadre d'un fonctionnement en trinôme, c'est une nouvelle direction, c'est la direction du parcours. On a fait un constat, c'est qu'un certain nombre de nos fonctions support, qui aujourd'hui sont portées au niveau du siège, pourraient encore évoluer au bénéfice des personnes que nous accompagnons si elles étaient appréhendées selon une logique métier, celle de l'accompagnement. Donc un certain nombre de nos équipes, un certain nombre de nos professionnels vont rejoindre cette direction du parcours. Et puis on va y retrouver également une plateforme. Ça, c'est une évolution importante qui va également s'engager en 2021 au sein de l'ADAPI Ariade Vendée. Elle va porter le nom de Pacte.
Encore un nouvel acronyme, notre secteur médico-social adore les C'est notre abréviations. passion. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup d'idées. Pacte pour plateforme d'appui, de coordination territoriale et d'évaluation. Bon, ça peut paraître un petit peu compliqué. On était parti du constat que depuis maintenant au moins les 6 dernières années, nous avons développé un certain nombre d'équipes. C'était des équipes mobiles de médicalisation, c'était des équipes d'appui de coordination, enfin, etc., rattachées à tel ou tel de nos établissements ou dispositifs, souvent qui se méconnaissent entre elles, qui sont pourtant tellement complémentaires, très spécifiques, très expertes, et aussi souvent méconnues de nos équipes, des personnes que nous accompagnons, de leurs proches, mais aussi de nos partenaires. Donc cette plateforme, ce sera un peu comme un guichet unique, une porte d'entrée. Chaque fois qu'une équipe considérera qu'elle est face à une situation qu'elle estime comme complexe de son point de vue, complexe parce qu'il lui semblerait nécessaire d'avoir le regard d'un tiers pour mieux comprendre la situation de cette personne accompagnée, complexe parce qu'il semblerait à l'équipe qu'elle a atteint ses limites en termes d'intervention en ce moment-là, et bien elle sollicitera cette plateforme. Et cette plateforme et ces professionnels pourront effectivement intervenir au plus près de la personne, au plus près de l'équipe, au plus près de ses proches, pour amener des connaissances nouvelles, de l'expertise complémentaire, faire de l'évaluation ou ce qu'on appelle de la coordination complémentaire ou de la gestion de cas. Je suis désolé, j'apporte peut-être des termes un petit peu trop techniques, pour faire en sorte que chaque personne, précocement, si sa situation d'accompagnement n'apparaît pas comme étant la meilleure à cet instant-là, puisse bénéficier d'un accompagnement qui lui convienne davantage. Donc 2 grandes évolutions. Les 2 directions d'activité. Les 4 pôles qui se transforment en 2 directions. Exactement. La création d'une direction de parcours et ces 3 cadres dirigeants vont constituer un trinôme qui collaborera de manière très étroite. Ça, c'est une première évolution importante. Et une deuxième évolution importante, c'est l'installation de cette future plateforme, la Pacte, dès le mois d'avril prochain. Très bien. Ouais. Beaucoup de changements, donc, en 2021. Il y en aura, effectivement, c'est vrai. Du changement, mais 2021, on va continuer quand même de sécuriser l'avenir. L'avenir, c'est à la DAPEIARIA, c'est avant tout celui des personnes. Donc, on ne se voit pas les exclure du processus de sécurisation. Donc, voilà, une volonté d'implication forte des personnes dans leur avenir. Cette sécurisation va porter sur 2 dimensions. La première, effectivement, c'est sécuriser bien sûr l'avenir des personnes accompagnées, mais en tout cas en les appliquant. En les appliquant dans nos décisions. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Ça paraît évident, mais quoique. Jusqu'à présent, nous avons tout le temps la tentation de décider à leur place. Et donc, du coup, c'est une réflexion qui était déjà initiée depuis longtemps. Elle s'est concrétisée en 2020 au cours de la période des élections municipales, où pour la première fois, certaines des personnes accompagnées accéder au droit de vote. Et il se trouve que nous avons rencontré au cours de cette période-là des personnes qui allaient voter et elles ont vraiment exprimé leurs attentes de la part des élus sur différents sujets, comme par exemple les transports en commun, l'accès aux services, à la culture, etc. Ça, c'était la première étape, la première étape qui nous a marqué. La seconde, c'était que pendant toutes les réunions de cellules de crise que nous avons tenues toutes les semaines pendant le confinement, la levée du confinement, le 2e confinement, etc. Par rapport aux mesures sanitaires, oui. Mais il nous était paru essentiel de prendre en considération les attentes de ces personnes-là dans nos décisions. Ça me paraissait important. À partir de là, nous avons donc décidé d'instaurer, ça va être mis en œuvre d'ici quelques semaines, très prochainement, un comité consultatif qui va représenter les personnes en situation de handicap pour les associer aux réflexions des sujets qui les concernent. En particulier, je vais prendre un exemple, on parlait tout à l'heure de transformation d'un établissement en dispositif. Eh bien, il est important que les personnes qui y sont hébergées ou accueillies puissent émettre leur avis, leurs souhaits. Et leur mot à dire. Et leur mot à dire. Que par exemple, tout à l'heure, M. Soria parlait de logement. Que l'on puisse, on l'a déjà fait d'ailleurs en 2020, on a créé par exemple un panel de futurs locataires qui expriment, certains d'entre eux, ça c'est également nouveau dans les personnes que nous accompagnons, des personnes qui aspirent à une plus grande autonomie, avec malgré tout là aussi,
une certaine sécurisation, un certain cadre, pour autant. Mais ils aspirent à cela, donc ça aussi, il faut l'entendre. On ne peut pas ne pas y répondre, en tout cas. Donc tout cela fait que nous allons associer ces personnes-là, en tout cas, on va prendre en considération, on va recueillir leurs souhaits et en tenir compte dans nos décisions de conseil d'administration, de bureau, etc. Ça, c'est le premier aspect, c'était donc l'aspect sécurisation de l'avenir de nos personnes, des personnes que nous accompagnons. Le second aspect, mais là, pour le coup, je vais plutôt laisser la parole à M. Soria, qui est beaucoup plus dans son champ de compétences que moi. On va parler de chiffres. Non, on va parler de chiffres, entre autres. Et on va en parler, en tout cas, de structuration. Je vais lancer le sujet et je vais le laisser développer, je lui fais confiance, il va développer sans problème. La structuration de nos activités. Je vous en prie, M. Soria. Oui, parce que pour sécuriser l'avenir des personnes, voilà, il faut sécuriser. Il faut sécuriser un petit peu les ressources qui permettent et les moyens. C'est exactement ça. Et dans un contexte, on le sait tous, qui est contraint économiquement, même si pendant cette période sanitaire, nous pouvons les remercier, nos autorités de contrôle et de tarification nous ont soutenus pour faire en sorte que nous puissions continuer d'accompagner dans les conditions les meilleures possibles les personnes en situation de handicap. Pour autant, depuis maintenant de nombreuses années, et probablement à l'avenir, nous sommes dans un environnement économique qui est plutôt très contraint ou contraignant. Pour mettre en œuvre le projet politique que le Président vient de rappeler et qu'il a illustré au travers de plusieurs exemples, il nous faut être attentifs à ce que, au-delà de l'organisation dont on a parlé il y a quelques instants, sur certains grands sujets, nous ayons là aussi une vision et des priorités. Je prends deux exemples. Le patrimoine et les systèmes d'information. Le patrimoine, je ne sais pas si beaucoup le savent, mais c'est le deuxième poste de dépense à l'ADAPE-ARIA de Vendée, juste après, bien sûr, le poste de dépense qui correspond, bien sûr, à nos salariés, la masse salariale. À nos professionnels, ce qui est bien sûr dans l'ordre des choses. Mais le deuxième poste de dépense, c'est le patrimoine. Le patrimoine, juste un ou deux repères, c'est près de 200 bâtiments à l'ADAPE-ARIA de Vendée, et c'est un peu plus de 150 000 m² de bâtiments. Donc, dans un environnement contraint, dans une évolution importante des modalités d'accompagnement pour aller vers toujours plus d'inclusion, il est important que nous ayons un diagnostic de l'état de notre patrimoine, de l'utilisation de notre patrimoine, les modalités d'utilisation, et surtout que nous posions un cadre sur son devenir et que nous fixions des priorités sur l'évolution de ce patrimoine. Ben, c'est ce qu'on appelle un schéma directeur du patrimoine immobilier. Alors, on s'était inscrit dans un travail qui a été engagé par l'Agence régionale de santé, c'était en toute fin d'année 2019, avec plusieurs organismes gestionnaires en région, accompagnés par un cabinet à l'époque, via l'agence, qui s'appelait Dixit. Et puis, on s'est porté volontaire dans le cadre d'une consultation de l'agence au premier semestre de l'année dernière pour travailler à ce qui pourrait aboutir à un guide que l'agence produit à l'intention de tous les gestionnaires médico-sociaux, et nous-mêmes définir une feuille de route pour produire notre futur schéma directeur. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. On a terminé cette feuille de route, c'était en juin dernier, et sur cette base-là, on a fait une consultation, et on a choisi un cabinet d'assistance maîtrise d'ouvrage qui s'appelle TD Mastro, et qui nous accompagne déjà, et ce jusqu'au mois d'octobre prochain, pour que nous aboutissions au schéma directeur patrimoine immobilier, qui sera donc acté par notre conseil d'administration à ce moment-là. Le second sujet que je prenais pour exemple, c'est les systèmes d'information. Je crois que beaucoup ont conscience que notre association a considéré les outils du numérique comme vraiment utiles pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap et comme un enjeu stratégique pour notre association. Nous allons terminer notre deuxième schéma directeur et nous allons engager notre troisième schéma directeur système d'information et numérique. On envisage même de pouvoir, au moins pour partie, le réaliser en lien avec des associations consoeurs, qui sont trois autres ADAPI, qui interviennent sur le nord de la région de la Nouvelle-Aquitaine, le 17, le 79 et 86, qui elles-mêmes ont organisé une structure qui s'appelle Confluence. Et nous travaillons avec l'appui d'une structure spécialisée, PwC, à ce que nous réalisions un audit de nos systèmes d'information, parce que des fois, derrière les mêmes mots, on ne met pas très exactement les mêmes réalités. Savoir où en est chacun. Où en est chacun, ces organisations, l'importance qu'il donne aux choses en matière de systèmes d'information, ses priorités en la matière, les priorisations qu'il voudra faire, bien sûr, et les moyens qu'il voudra y consacrer.
L'objectif pour l'ADAPE-ARIA de faire ce nouveau schéma directeur, c'est de toujours mieux utiliser les nouvelles technologies de l'information, de la communication et du numérique au service de l'accompagnement et de la réalisation du projet de vie de la personne. Et si on imagine de pouvoir peut-être travailler avec les associations consoeurs, c'est aussi un objet de massification. C'est-à-dire que tout seul, il nous est difficile de réussir à accéder à un certain niveau de service au moindre coût, au coût le plus maîtrisé. On va le dire de façon triviale, à 4 associations, on réduira évidemment les coûts de maintenance, exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que l'on veut essayer de faire. Donc pareil, objectif octobre 2021, avoir aussi notre schéma directeur système d'information. Très bien. On va passer rapidement sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM. On va rentrer dans le 3e CEPOM. Oui, 3e CEPOM, qui lui aussi a été travaillé en termes de calendrier avec nos autorités de contrôle et tarification en toute fin d'année 2020. L'objectif, c'est qu'il soit signé d'ici à la fin de cette année, prenant effet au 1er janvier 2022 pour 5 ans, donc jusqu'à la fin de l'année 2026. Je vous ai parlé de 2 schémas directeurs, vous avez vu leur calendrier, patrimoine, système d'information, nouvelle organisation. Tout ça en 2021 et l'échéance d'octobre. Évidemment, ce n'est pas un hasard de calendrier, puisque la stabilisation des termes de notre CEPOM sera aussi pour fin octobre. Donc notre conseil d'administration, dont la date est programmée au 25 octobre, cette date sera importante puisqu'il aura un certain nombre d'éléments, à la fois sur l'activité, à la fois sur le patrimoine, à la fois sur le système d'information, à la fois sur nos objectifs, parce qu'un CEPOM, c'est des objectifs, c'est des moyens pour mettre en œuvre ces objectifs. Il faut s'assurer que les moyens sont bien en adéquation avec les objectifs sur lesquels on envisage de s'engager. Donc on fait se rejoindre l'ensemble de ces calendriers pour qu'en fin d'année, octobre-novembre, notre conseil d'administration soit donc en capacité de pouvoir acter à la fois nos 2 schémas directeurs et notre CEPOM pour la période 2022-26. Très bien. Merci pour ces informations. On a parlé d'associations consoeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vous inscrivons dans le mouvement UNAPI, un mouvement national. On a quelques mots de Luc Gateau, le président de l'UNAPI, qu'on connaît bien à l'ADAPE-ARIA puisque c'est l'ancien président. Comme on s'inscrit pleinement dans... Je voulais juste introduire cette séquence, effectivement. Tous les sujets que nous avons évoqués depuis quelques instants, nous les partageons avec d'autres associations dont vient de parler M. Soria, et nous les partageons à travers le réseau UNAPI, effectivement. Et en même temps, nous nous enrichissons mutuellement, parmi les quelques 550 associations que fédère l'UNAPI, nous nous enrichissons mutuellement de nos expériences respectives à travers une plateforme collaborative. Et effectivement, comme vous venez de le dire à l'instant, Luc Gateau, président de l'UNAPI, qui auparavant, je rappelle, était président de l'ADAPE-ARIA, nous a fait l'honneur de nous préparer un petit mot à notre attention pour cette séquence de ce soir. Donc je vous laisse l'introduire. On écoute M. Gateau. Restez avec nous. Juste après, on a un contenu un peu surprise, un petit peu bonus pour clore cette cérémonie. Et puis ensuite, on passera à la diffusion des messages que vous écrivez en commentaire, toujours sur la partie droite de votre écran. On écoute Luc Gateau. Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens à vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour l'année à venir. Une bonne année. Nous en avons tous besoin après les épreuves de 2020, même si 2021 s'annonce encore incertaine pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels du réseau UNAPI. Il nous faudra être toujours plus unis et solidaires pour sécuriser et accompagner au mieux les personnes avec troubles du neurodéveloppement. La crise sanitaire que nous traversons toujours a de graves conséquences pour chacun d'entre nous. Elle isole davantage les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Elle concentre les préoccupations de nos associations sur la prévention, les mesures sanitaires et la santé. Elle appelle à un investissement sans pareil des professionnels de notre réseau. Depuis bientôt 1 an, l'engagement de tous
est remarquable. Nos associations se mobilisent de façon exceptionnelle. Elles ont été en première ligne ce printemps, elles le restent cet hiver. Je sais combien la fatigue commence à se faire sentir et combien les conséquences du Ségur de la santé, qui a entériné une hausse inégale des salaires, sont importantes. Nous continuons de notre côté à mener le combat de la revalorisation des métiers du médico-social handicap. La Covid a entraîné une prise de conscience de nos vulnérabilités individuelles comme collectives. Et face à ces phénomènes, une société qui n'exclut personne émerge comme une norme. Ce nouveau paradigme doit structurer toutes ces règles de fonctionnement. À la tête du réseau, nous saisirons toutes les opportunités pour défendre, dans ce contexte et avec force et conviction, les intérêts de notre triple expertise constituée des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent. 2020 devait aussi nous permettre de fêter nos 60 ans et nous retrouver tous ensemble pour un grand moment de partage. Malheureusement, nous n'avons pu le faire, mais l'histoire de notre mouvement reste néanmoins riche en repères communs. En 60 ans, l'UNAPI a porté bien des combats qui inspirent notre futur. La société solidaire et inclusive que nous visons fait partie de notre ADN depuis l'origine. Je vous invite à aller sur notre site unapi.org où vous pourrez découvrir notre trajectoire commune en dates clés. Elles éclairent le sens de notre mouvement. En 2021, nous avons cependant encore devant nous de nombreux défis à relever. Celui de mutualiser nos forces pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap dans leur parcours de vie. Celui d'œuvrer toujours plus avec le soutien des professionnels pour soutenir leurs choix. Et enfin, celui de continuer de mener à bien notre projet de société pour des accompagnements de qualité, ainsi que pour une mise en œuvre enfin effective des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Je sais pouvoir compter sur vous tous pour amplifier notre force. Vous pouvez compter sur toute l'équipe de la tête de réseau, sur l'ensemble du conseil d'administration et sur moi-même pour mener ces combats avec détermination. Bonne et chaleureuse année 2021 à tous et en toute fraternité. Voilà, merci à Monsieur Gâteau pour ces mots pleins d'espoir pour 2021 également dans son discours. Je vous ai laissé tout à l'heure en vous disant qu'on allait avoir une petite surprise. 2021, c'est une année importante. Monsieur Gâteau en a parlé, oui. C'était une année importante 2020 pour l'UNAPI. 2020, c'était donc les 60 ans de l'UNAPI, qu'a évoqué Monsieur Gâteau. 2021, ce seront les 60 ans de notre association d'API ARIA. C'est quand même un moment important qu'il convient de marquer avec tout ce qui va bien autour de cela. De fêter. De fêter. D'ailleurs, nous avons, je crois, déjà quelques images à montrer. On peut revenir après pour développer. Tout à fait. On peut lancer.
petite rétrospective d'archives que nous avons pu retrouver, et de l'ADAPEI, et de l'ARIA, puis de l'ADAPEI ARIA, pour marquer et révéler ce nouveau logo, 60 ans, que vous allez voir de nombreuses fois cette année. Effectivement, ce qui a été montré, ce n'est qu'un début, en fait, j'allais dire. 2021 va être jalonné de pas mal de temps qui vont relater cette histoire commune. Et cette année-là se terminera par un temps fort, mi-novembre, qui sera vraiment consacré, qui sera vraiment dédié à toutes les familles et les proches et les personnes accompagnées. Il est vrai qu'au cours de ces dernières décennies, l'accompagnement des personnes en situation de handicap a considérablement évolué, prenant en compte de nouvelles formes de handicap, prenant en compte également les lois qui sont apparues au fil du temps pour venir accompagner, sécuriser là aussi ces personnes que nous accompagnons au quotidien. Et donc, dans ce cadre-là, pour illustrer tout cela, nous allons mettre en place, nous avons déjà commencé, mais on va étoffer, mettre en place plusieurs groupes de travail qui vont regrouper à la fois, bien évidemment, les administrateurs, les professionnels de l'association, les familles et les proches, pour ceux qui ont certainement eu des histoires à nous raconter, et également pour les personnes accompagnées, et qui vont permettre de préparer cet événement et donc du coup jalonner toute l'année 2021 de ces différents moments. Et donc je ne conclurai en disant, je vous invite vraiment à nous suivre tout au long de l'année pour suivre notre actualité à travers nos communications nombreuses et diverses qui vont commencer à partir du mois prochain. Très bien, merci. Vous avez été nombreux à nous suivre pour cette première cérémonie des vœux en live sur YouTube. Vous avez été aux alentours d'une centaine en constant sur cette cérémonie. Vous avez envoyé des messages également. Ils s'affichent et puis on va vous les afficher en plein écran juste après. Merci de nous souhaiter de belles choses. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je tiens à remercier les personnes qui nous ont accompagnés pour la technique ce soir. Charline, Valérie, Christine. Merci à elles pour cette aide dans la réalisation. Merci Monsieur le Directeur Général. Merci Monsieur le Président. Excusez-moi, je m'y perds. Bonne année 2021 à tous et puis à très bientôt. Bonne année. Bonne année, merci.